Abordons lors de cette 31e séance, qui s'avère être en même temps la dernière séance, où nous allons un peu récapituler les dix étapes de la méthode de Kern, avec la présentation également de 7 tests à effectuer impérativement et quelques précautions à prendre lors du dimensionnement des échangeurs à tube et calandre. Donc, commençons par rapidement rappeler certains concepts que nous avons déjà auparavant établis et présentés. Par exemple, nous avons recours à un échangeur à tube et calandre lorsque les surfaces d'échange exigées dépassent 50 mètres carrés. Autrement, on se tourne vers l'échangeur à double tube ou alors un serpentin. Je m'explique, j'avais déjà parlé de cela. Si euh, l'échangeur n'est pas encore commandé et qu'il vous faille 40 mètres carrés de surface d'échange, vous avez intérêt à opter pour un échangeur à double tube. Pourquoi? Parce qu'il coûte moins cher. D'un point de vue coût, l'échangeur à double tube est évidemment beaucoup moins cher qu'un échangeur à tube et calandre. De même qu'un échangeur de type serpentin procure des surfaces qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres carrés. Et voilà, parlons un tout petit peu également du fluide caloporteur. Si vous avez le choix, c'est-à-dire qu'on vous demande de choisir le fluide caloporteur pour refroidir votre fluide de procédé par exemple, et que en fait vous avez deux fluides de caloporteur, soit l'air, soit l'eau. J'ai pris l'air, je l'ai mis en couleur verte, tandis que l'eau, elle est en bleu. Bien, donc si c'est l'air que vous allez vouloir utiliser, il faut que les températures du fluide de procédé soient supérieures à 65 degrés Celsius. Autrement, c'est-à-dire si elles sont inférieures, les températures du fluide de procédé sont inférieures à 50 degrés Celsius, il faut opter, quand j'ai le choix évidemment, il faut opter pour un fluide caloporteur qui est l'eau. Voilà. Donc nous allons dans ce qui va arriver présenter, comme je l'ai dit, les 10 étapes de la méthode de Kern, qui est une méthode de tâtonnement qui démarre par une estimation du coefficient global de transfert thermique. C'est un échangeur qui est très flexible et puisque il couvre une large gamme des pressions et des températures et qu'il est très facilement, on va dire, assemblé même par un simple opérateur. Et ils interviennent, comme on l'a dit, dans plusieurs industries, parmi lesquelles l'industrie pétrochimique, l'industrie électrique, etc. Dans tout le génie des procédés, vous retrouverez ce type d'échangeur. Donc allons-y, commençons à présenter les étapes. Donc, lors de la première étape, il s'agissait de collecter les propriétés physiques qui sont la masse volumique ρ, la chaleur spécifique à pression constante Cp, mu la viscosité dynamique et K, petit k, c'est la conductivité thermique des fluides. Ces propriétés physiques sont établies ou bien sont relevées à la température calorique ou alors, donc comme on l'a dit, si le fluide n'est pas très visqueux, même la température moyenne pourrait être utilisée pour pouvoir estimer ses grandeurs. Autre chose, il faut aussi avoir les spécifications de votre échangeur thermique, à savoir les débits massiques qui y circulent, ou alors les débits volumiques, ou alors la vitesse massique, et les quatre températures. On verra un exemple dans lequel je ne donnerai que trois températures, il s'agira de déterminer la quatrième température, on verra comment. J'ai déjà commencé à expliquer ça lors des premières étapes. Puis, une fois que tout ceci est fait, je passe à la deuxième étape qui est l'établissement du service thermique. Quelle est la quantité de chaleur par unité de temps, c'est-à-dire les watts dont je dispose, qui vont être transférés du fluide chaud vers le fluide froid. Alors à partir de là, je vais aller pour parler un tout petit peu de l'eau de refroidissement, de ce que écrit Kern dans son ouvrage à propos de l'eau de refroidissement. Alors, quand il s'agit de l'eau de refroidissement qui est issue d'une tour de refroidissement, j'ai déjà parlé de ce qu'est une tour de refroidissement, vous le savez, l'eau de refroidissement est rarement abondante ou gratuite.
Et l'un des plus gros problèmes auxquels sont soumises les industries du génie des procédés, c'est que les eaux de surface et souterraines commencent à se raréfier et devenir de plus en plus rares. Et donc, s'il n'y a pas une rivière à proximité, où il s'agira d'abord faire un pré-traitement qui consiste en une préfiltration des eaux et ensuite à pomper les eaux vers les installations que l'on désire, il s'agira d'utiliser une tour de refroidissement qui va réutiliser l'eau de refroidissement, réduisant ainsi les besoins à seulement 2%. C'est-à-dire que c'est comme un système en boucle fermée qui va fonctionner en boucle fermée. Donc vous ne puisez que 2% de quantité d'eau à chaque fois. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc je disais, quand il s'agira dans un problème auquel vous serez confronté, et le fil caloporteur, il s'agit de l'eau qui provient d'une tour de refroidissement, et alors il faut observer certaines précautions. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ceci? En fait, si la température de sortie de l'eau, elle dépasse 49 degrés, à peu près, qu'on donne 120 degrés Fahrenheit, c'est approximativement 49 degrés Celsius, eh bien, si vous dépassez cette température, que se passe-t-il? Eh bien, euh, il va y avoir une précipitation des, des minéraux contenus dans l'eau et il va y avoir un encrassement progressif des parois. Pourquoi? Parce que la solubilité diminue et par conséquent, les minéraux contenus dans cette eau, dans l'eau de refroidissement qui provient de la tour, va commencer à se déposer sur les parois, provoquant ainsi l'encrassement de votre tour de refroidissement. Donc il faut impérativement se situer au-dessus, plutôt en dessous de 49 degrés. La température de sortie de l'eau doit être supérieure à 49 degrés. On verra que certains auteurs considèrent non pas 49 mais 40 degrés, d'autres considèrent 125 degrés Fahrenheit, non pas 120. On en parlera de ça lorsque je traiterai l'exemple que j'ai préparé. Bien, sinon on commence maintenant, donc une fois qu'on a, euh, euh, si vous voulez, on a pris cette précaution, il y en a deux, hein, on va la voir la deuxième dans un instant, mais la première précaution, il faut que la température de sortie de l'eau, si c'est de l'eau qui provient d'une tour de refroidissement, eh bien cette température de sortie, puisque cette eau de refroidissement va être réintroduite dans la tour, il faudrait que la température de cette eau soit inférieure à 49 degrés approximativement. Bien, premier test qu'il faudra effectuer. D'abord, il faut aller vers l'étape 3. L'étape 3, c'est l'estimation du coefficient global de transfert thermique. Overall Heat Transfer Coefficient. Donc, c'est ma première estimation. C'est le premier paramètre que je vais commencer à estimer. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va effectuer cette estimation. On va aller consulter les tableaux, alors un graphique que je vous ai déjà présenté, celui du C-Note, et on verra comment est-ce qu'on décidera de la valeur estimée du coefficient global de transfert thermique. Une fois que le coefficient global de transfert thermique a été estimé lors de la troisième étape, nous passons à la quatrième étape et il s'agira de déterminer le nombre de passes côté tube et côté calandre que vous allez décider d'adopter. Donc on décide du nombre de passes côté tube et côté calandre. La delta TML elle est très simplement accessible puisque les quatre températures sont connues. On se place, vous le savez, dans le cas d'un échangeur à contre-courant et on calcule naturellement la delta TML. Une fois que nous avons fait ça, surgit le premier souci, c'est le calcul du coefficient de correction de la delta TML. Il faudrait calculer ce coefficient. Alors, on verra que celui-ci dépend surtout du nombre de passes côté calandre. On verra ça en temps voulu dans l'exercice qui va arriver dans la séance suivante. Donc, et maintenant commence le premier test que j'ai nommé test 0. Qu'est-ce que c'est que ce test? Il faut s'assurer que ce coefficient f doit être supérieur à 0,75. Ce coefficient f doit être supérieur à 0,75. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, que faut-il faire? Eh bien, il faudra augmenter le nombre de passes côté calandre. Soit vous passez à un calandre type F, ou alors des échangeurs en série qui possèdent des calandres type E, qui sont placés en série,
Ou alors, donc, comme je l'ai dit, il faut opter pour un échangeur avec une calandre type F qui offre justement 2 passes côté calandre. Bien, continuons. Allons voir maintenant les autres étapes. Donc, je suis arrivé à l'étape 4, à l'étape numéro 4, et ensuite je passe à l'étape numéro 5. Cette étape, c'est quoi? C'est le calcul, plutôt le calcul de la surface totale d'échange de votre échangeur. C'est grand S. Puisque je connais le service thermique, les watts qui sont transférés du fluide chaud vers le fluide froid, je les connais, WCP delta T. Puisque je l'ai estimé lors de l'étape numéro 3, le U0 estimé, eh bien je peux remonter à la surface globale de transfert thermique de mon échangeur, grand S. Okay, en fait, elle se base sur la deuxième expression du flux de chaleur. La deuxième expression, c'est ce qu'on appelle la formule dédiée au dimensionnement puisqu'elle contient la surface S. Une fois que la surface S a été déterminée, donc je connais la surface de mon échangeur qui se base sur la valeur supposée du coefficient global de transfert thermique, je passe à l'étape numéro 6, où il s'agira en premier lieu de décider du matériau avec lequel seront faits les tubes. Ensuite, nous déciderons des diamètres à adopter. Vous allez vous rappeler, il y avait 2 diamètres à considérer, 3/4 de inch ou alors 1 inch, on verra ça en temps voulu. Et ensuite, pour pouvoir accéder au diamètre intérieur, on va se baser sur le code BWG pour avoir l'épaisseur requise pour pouvoir tenir compte des tolérances vis-à-vis de la corrosion, mais également pour pouvoir supporter des pressions, de grandes pressions. On décidera également de la longueur des tubes, puis on pourra accéder, connaissant la surface latérale d'un tube, pi des L. Rappelez-vous, ceci est un L effectif. En effet, j'avais dit que la longueur à travers laquelle s'effectuait le transfert thermique, c'était la longueur des tubes non recouvertes par les plaques tubulaires. Donc ici, la longueur effective, elle est diminuée des épaisseurs ou de l'épaisseur, quand il y a une seule plaque, des épaisseurs de la plaque tubulaire. Une fois que je connais le nombre de tubes, donc qu'est-ce que je connais? Je connais donc le flux de chaleur transféré du fluide chaud vers le fluide froid. J'ai estimé mon U0, le coefficient global de transfert. J'ai pu accéder ainsi à S, connaissant F. J'ai aussi décidé du diamètre extérieur du tube. Rappelez-vous, nous avons dit nous avons intérêt à travailler avec les petits tubes pour avoir une calandre de diamètre réduit, autrement les coûts sont exorbitants. Rappelez-vous, nous avons dit pour pallier le problème des petits tubes, il fallait avoir une grande longueur, on verra ça en temps voulu, et nous passons à l'alignement. Nous avons, comme on l'a vu, 2 types d'alignement. Nous avons la disposition en ligne, qui offre donc la disposition carré à 90 degrés ou bien carré à 45 degrés, c'est un carré retourné, et nous avons également la disposition triangulaire à 30 degrés ou alors à 60 degrés. Et ensuite, nous décidons du type d'échangeur. Il y a 3 classes d'échangeurs, les échangeurs à plaque tubulaire fixe, les échangeurs à tube en U et les échangeurs à tête flottante avec les 2 variantes, tête flottante interne et externe. Puis, nous décidons, en fonction du degré de salissure des fluides, de l'affectation des fluides dans le circuit tube ou calandre, dans le côté tube vers le côté tube ou alors vers le côté calandre. Bien, arrive le second test, donc le test numéro 1, c'est le test 0. Il fallait s'assurer que F1, le coefficient de correction de la delta TML, était supérieur à 0,75 degrés. Je passe à présent au second test, que j'ai appelé le test numéro 1, où il s'agit de calculer la vitesse débitante qui circule à l'intérieur des tubes, côté tube autrement dit. Donc elle se basera sur le débit massique W, avec ρ1 la masse volumique du fluide qui circule côté tube, et V1 la vitesse débitante côté tube, et AT, A indice T, c'est la section droite de la surface offerte par passe. Mais elle est égale à quoi? En fait, AT, c'est la section droite d'un tube multiplié par le nombre de tubes
par passe, c'est-à-dire autrement petit nt sur grand nt. Avec petit nt, c'est le nombre total de tubes, et grand nt, c'est le nombre de passes côté tube. C'est le nombre de passes côté tube. Ainsi, je peux extraire la vitesse débitante, qui va être égale donc à W divisé par ρ fois AT, c'est-à-dire ceci. J'obtiens donc ma vitesse débitante, et je dois m'assurer, on a déjà parlé de ça, que cette vitesse, d'abord il faut me situer dans un cas d'un régime turbulent. Donc Reynolds doit être supérieur à 10 000, 10 puissance 4. Deuxième test qu'il faut effectuer, deuxième précaution à prendre, il faudrait aussi que la vitesse de circulation du fluide dans les tubes se situe dans une certaine gamme. Si je suis trop faible, il va y avoir encrassement, puisqu'il n'y a pas réentraînement des dépôts. Si je suis à des vitesses élevées, je peux avoir l'érosion des tubes. Donc il y a une certaine plage qu'il faudrait observer. En fait, cette plage, elle dépend du fluide qui y circule. Si c'est les liquides en général, de manière générale, si c'est un liquide, il faudrait se situer entre 1 mètre par seconde et 2,5 mètres par seconde. Si maintenant c'est une eau de refroidissement, il faudrait non pas situer entre 1 et 2,5, mais plutôt entre 1,5 et 2,5. Ce sont les recommandations de Kern. Donc, comme je l'ai dit, première précaution, se situer en régime turbulent. Reynolds doit dépasser 10 000. Deuxièmement, donc au gré, enfin en fonction du fluide qui circule côté tube. Si c'est un liquide quelconque autre que de l'eau, il faudrait se positionner entre 1 et 2,5 mètres par seconde. Autrement, si c'est une eau de refroidissement, comme l'exemple que je vais traiter dans quelques instants, eh bien, il faudrait se situer entre 1,5 et 2,5. La même chose, 2,5. Donc c'est pour ça qu'ici, je dirais, il faudrait que V1 soit inférieur à la vitesse limite. Ça dépend dans quel cas vous êtes. Et évidemment, il ne faut pas dépasser, dans les deux cas, 2,5, 2,5 mètres par seconde. Dans les ouvrages, vous trouverez parfois jusqu'à 4 mètres par seconde, Mais nous prendrons, puisque nous avons décidé d'adopter cette gamme de variations de la vitesse à l'intérieur des tubes, 1 jusqu'à 2,5 si c'est un liquide, ou autrement 1,5 jusqu'à 2,5 mètres par seconde si c'est de l'eau qui nous provient d'une tour de refroidissement. Bien, continuons. Donc, si je suis inférieur à la vitesse limite, bien, je dois augmenter le nombre de passes côté tube. Si j'augmente maintenant le nombre de passes côté tube, quelles sont les répercussions? Les répercussions, en tout cas, ça ne va pas toucher le flux, ni mon hypothèse de départ, le choix initial, ni la delta TML, ni F dans certaines conditions. On va voir ça quand je traiterai. Parce que F dépend beaucoup plus du nombre de passes côté calandre. Alors, qui sera impacté par le changement, par l'augmentation, ou alors, comme je l'ai dit, attention, j'en ai parlé ici, ça peut être aussi, si vous dépassez 2,5 mètres par seconde, il faut diminuer le nombre de passes côté tube. Autrement, vous risquez de trouer, de percer vos tubes. On risque une érosion progressive et prononcée des tubes. Donc, continuons. Voilà, il faut éviter l'érosion, ne pas dépasser 2,5 mètres par seconde. Et donc, quelles sont les répercussions? On ne va pas modifier ni la delta TML, ni la surface qui ne se base pas sur le nombre de tubes, ni la section droite d'un tube, ni la longueur. En revanche, tout ce qui vient après va être impacté. Qu'est-ce qui vient après? Le diamètre, on va le voir dans l'étape numéro 7, le diamètre du faisceau et ou le diamètre de la calandre, le nombre total de tubes, qui va être impacté puisque pour calculer le nombre de tubes, il faudrait que le nombre que vous obtenez quand vous allez augmenter ou diminuer le nombre de passes côté tube, il faudrait que ce soit un nombre entier, pair, divisible par nt. Je m'expliquerai beaucoup mieux quand je ferai l'application. J'en ai déjà parlé brièvement, mais on verra ça en plus
avec plus de détails. Donc tout ce qui vient après sera impacté. Les diamètres du faisceau ou de la calandre. Le diamètre du faisceau, quand je passe, vous savez, pour déterminer le diamètre de la calandre, il y a trois grandes méthodes. Deux méthodes indirectes et une méthode directe. Mais le nombre total de tubes sera impacté, mais aussi la surface totale offerte par passe. La surface totale offerte par passe, comme je vous l'ai montré, elle est égale à la surface totale par passe. Il y a, vous le voyez bien, divisé par 1t. Donc si je change 1t, cette surface également va changer. Je continue donc. Alors, rappelons un tout petit peu comment obtient-on, maintenant je me place dans la 7e étape, les diamètres, la calandre et ou du faisceau. Alors, il y a trois grandes méthodes que je vous ai présentées. Celle du Kern, celle du Synod et celle du Kakach. Je commence par celle du Synod. La voici. Elle est indirecte parce que pour arriver au diamètre de la calandre, il faut d'abord préalablement déterminer le diamètre du faisceau, qui se base sur le diamètre externe. Retenez ça. Hein. Le diamètre externe du tube. Il se base aussi sur le nombre total de tubes et il se base sur deux paramètres, K et N. Et justement, ce paramètre K, ces deux paramètres K et N dépendent du pas, l'alignement, mais ils dépendent également du nombre de passes côté tube. Une passe côté tube, 2, 4, 6 ou 8. Donc, vous avez les valeurs de K et N en fonction du nombre de passes côté tube. Du nombre de passes côté tube selon que vous ayez un pas triangulaire ou un pas carré. Ensuite, grâce à ce graphique, rappelez-vous, connaissant le jeu, je peux remonter au diamètre de la calandre. Donc c'est pour ça que si je modifie un t, je touche à df, par conséquent je fais bouger également le diamètre de la calandre. df est le diamètre de la calandre. La deuxième méthode, c'est celle du Kern. C'est une méthode qui se base sur ce qu'on appelle les tables de comptage de tubes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez combien de passes vous avez côté tube. Vous avez déterminé lors de l'étape numéro 6 le nombre total de tubes et vous voyez. Par exemple, si j'avais pris 2 passes côté tube, si vous avez 130, vous êtes où? Vous n'êtes pas ici, ici c'est 124, vous êtes là. 166, donc le diamètre qui vous correspondra de la calandre, évidemment, dans les unités anglo-saxonnes, hein, c'est 17 1 quart de inch. 17 1 quart de inch. Et ainsi de suite, si vous avez d'autres nombres de passes. N'oubliez pas de lire ici aussi. Hein, ça, c'est le diamètre intérieur du tube, extérieur du tube. OD, c'est outer diameter. 3 quarts de inch, et vous avez ici le pas. Bien, la dernière méthode, très intéressante, très intéressante, c'est celle du Kakach. Elle a cependant un tout petit souci que j'ai rencontré quand j'ai développé l'exercice que je vais vous présenter. Pour déterminer le diamètre de la calandre directement, vous vous basez sur deux constantes, la constante CL et la CTP. Et justement, la CTP, et c'était mon souci, parce que moi j'ai considéré 4 passes côté tube, je n'ai pas la valeur. Alors j'ai essayé de faire un petit tâtonnement. Je me suis dit peut-être que dans ces valeurs, quand le nombre de passes égale à 2, ce 2 c'est pour toutes les valeurs paires, 2 et paires, donc 2, 4, 6 et 8. C'est toujours 0,90. Ensuite je me suis dit peut-être que après 3, c'est-à-dire pour les passes supérieures ou égales à 3, la CTP égale à 0,85. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les deux cas, mais malheureusement, j'étais loin des valeurs obtenues par le Synod ou bien par le Kern. C'est pour ça que vous verrez quand je traiterai l'exercice rapidement, j'abandonnerai la méthode établie qui est très intéressante, mais malheureusement, je n'ai pas le nombre de passes 4 pour pouvoir l'appliquer dans mon cas. Donc il y avait 3 grandes méthodes. Continuons. Une fois que j'ai déterminé le diamètre de la calandre, soit par les deux méthodes directes ou bien par la méthode indirecte, je passe à B, le pas de chicane. D'abord choisir entre les chicanes transversales et parallèles, décider du degré d'ouverture de la fenêtre, BC, et décider aussi du B. Je ne parlerai pas du nombre de
du nombre de, comment on appelle ça, du nombre de calandres, du nombre de chicanes, pardon, du nombre de chicanes transversales. Bien, arrive le troisième test que j'ai appelé le test numéro 2, puisqu'il y a le test 0, test numéro 1, test numéro 2. C'est quoi? Rappelez-vous, il fallait s'assurer que L sur D, L sur le diamètre intérieur de la calandre, doit se situer entre 5 et 10. Il doit se situer entre 5 et 10. Autrement, je dois faire varier ma longueur. Donc je dois impérativement me situer ici. Alors qui touchait L ou D, L ou DC, de préférence agir sur le diamètre intérieur de la calandre, sur le diamètre intérieur de la calandre. Donc ça c'est le test numéro 2 que voici. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Alors, nous avons dit qu'il était intéressant dans le test numéro 2 de faire varier uniquement L et ne pas toucher au diamètre de la calandre intérieure. Notons que si vous touchez L, vous faites varier L, faites attention. Pourquoi? Parce que premièrement, la surface latérale va être affectée, puisque L a changé, donc L effectif changera également. Deuxièmement, le diamètre du faisceau sera également impacté, puisque le nombre de tubes ayant changé, le nombre total de tubes ayant changé, ceci veut dire que je vais je vais impacter le diamètre du faisceau. Le diamètre du faisceau, c'est-à-dire le diamètre de la calandre. Bien voilà, ça c'était pour le test numéro 2. C'est le test numéro 2 que je viens de vous présenter. Alors continuons. Donc nous sommes arrivés à l'étape numéro 7. Abordons à présent, comme je l'ai dit, la suite. Donc vous devez choisir par rapport aux chicanes transversales, combien de segments doivent-elles présenter. Moi, dans mon cours, je n'ai considéré que les chicanes présentant un seul segment ouvert. Donc, pour la chicane parallèle, c'est dans le cas de la calandre type F. Je dois décider du degré d'ouverture de cette chicane transversale, BC, et je dois également décider du pas de chicane. C'est la distance qui sépare deux chicanes consécutives, le centre de deux chicanes consécutives. Et on avait dit qu'il fallait se situer entre 0,3 et 0,5 diamètre de la calandre. Et pour le degré d'ouverture, il fallait se situer entre 20 et 25 pour pouvoir obtenir de bons échanges thermiques et avoir une perte de charge qui n'est pas trop excessive. Mais de préférence, il fallait se situer entre à 0,3 diamètre de la calandre et à 25%. BC doit être égal à 25%. C'est le choix d'ailleurs retenu par Kern dans son ouvrage. J'aborde à présent la 8e étape qui consistait à déterminer le coefficient global de chaleur, mais cette fois-ci par les calculs. En effet, il s'agissait de déterminer H1 et H2, les coefficients partiels de transfert thermique dans les films, côté tube pour 1 et côté calandre pour 2. Pour le côté calandre, je me suis basé évidemment sur la méthode de Kern qui se base, que je présentais, mais qui globalement considère la surface côté calandre totale offerte. Elle se situe au niveau de l'équateur de la calandre. Je ne reviens pas vers ça. Si on va le voir, si le test est bon, c'est le test numéro 9 qui n'est pas encore apparu, je vais vers les paires de charges, côté tube et côté calandre. Vers les paires de charges, côté tube et côté calandre. Alors, allons voir maintenant, justement, le test numéro 3, qui n'est pas encore arrivé. Donc, je commence à présenter cette 8e étape, comme ceci. Donc, il s'agissait de calculer H1 et H2, qu'on appelle également les coefficients de convection. Je rappelle un peu les formules auxquelles nous étions arrivés. Donc pour le côté tube, c'était très simple. Il y avait une seule méthode. Et pour le côté calandre, comme je vous l'ai dit, on s'est basé sur la méthode de Kern qui consiste à prendre
la surface maximale offerte côté calandre qui se situe évidemment au centre de la calandre, c'est-à-dire au niveau de son équateur, et elle était égale à ceci. Le diamètre de la calandre divisé par P, P étant le pas, facteur de P moins D2, le diamètre externe du tube, multiplié par le pas de chicane, grand B. Donc, laissons juste cette partie-là. Voilà. Donc, si j'opte pour la disposition triangulaire pour pouvoir calculer le diamètre équivalent, vous le voyez apparaître ici, mais également dans le nombre de Nusselt. Ensuite, comment fait-on pour calculer H2? Je vais avoir un tout petit souci. Je vais rapidement régler ce souci. Donc, pour calcul de V2, je me base donc sur la vitesse, sur la surface totale offerte côté calandre. Celle-ci dépend du DC connu, du B connu, mais il y a un souci. Le diamètre extérieur, il est connu, mais je ne connais pas le pas. Alors n'oublions pas, nous avons dit qu'il y avait une précaution à prendre, qui était de considérer le rapport de P, le pas, sur le diamètre extérieur, égal à 1,25. On pouvait parfois monter jusqu'à 1,33, mais on se situait toujours à 1,25 de préférence. Donc une fois que j'ai ça, c'est fini, je peux déterminer mon pas, qui est égal à 1,25 multiplié par le diamètre que j'ai déjà supposé en étape 6. Bien, une fois que tout ceci a été calculé, je peux remonter à la vitesse débitante côté calandre. Rappelons que Kern préfère parler en termes de vitesse massique, G2. La vitesse massique, G2. Donc une fois que je calcule ma vitesse non pas massique, mais ma vitesse débitante, V2, je dois m'assurer qu'elle se situe entre 0,3 et 1 mètre par seconde. 0,3 et 1 mètre par seconde. Alors, pour le test numéro 3, justement, s'il n'est pas respecté, on a intérêt, puisque vous le voyez, V2 dépend, V2 est inversement proportionnel à AC. Par conséquent, si je veux diminuer, par exemple, V2, si je dépasse, par exemple, je suis au-delà de 1, je dois diminuer V2, que fait-on? Il faut augmenter AC. Mais comment augmentant AC? Alors, qu'est-ce que je vais toucher ici? J'ai intérêt à faire bouger uniquement B, parce que B est le dernier paramètre que j'ai établi. Je ne vais pas aller m'amuser à changer D2, qui a été déjà établi en étape 6, ni le diamètre de la calandre. Alors, nous avons intérêt à jouer sur l'espacement entre chicanes. Donc, comme c'est inversement proportionnel, comme la vitesse est inversement proportionnelle à B, donc quand je veux diminuer la vitesse, j'ai intérêt à augmenter B. Quand je veux l'augmenter, la vitesse V2, la vitesse débitante V2, j'ai intérêt à diminuer l'espacement entre deux chicanes consécutives. Mais voilà, ça c'est le test numéro 3. C'est le test numéro 3. On continue pour aller faire défiler le reste des tests, c'est-à-dire, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y avait 7 tests en tout. Là, je viens de présenter les 4 premiers tests. Je passe à l'étape numéro 4, la plus importante relativement, parce qu'il y a la paire de charge, comme j'ai dit, c'est le paramètre en définitive le plus déterminant, c'est la paire de charge. C'est elle qu'il faut respecter impérativement. Donc, que dit le test numéro 4? Eh bien, comme nous l'avons dit, il faut s'assurer que le U0 que vous venez de calculer par le biais des coefficients partiels de transfert de chaleur, H1 et H2, côté tube et côté calandre, eh bien, la différence relative par rapport à U0 estimé, elle ne dépasse pas 30%. La variation relative par rapport à U0 estimé ne dépasse pas 30%. Si c'est le cas, vous pouvez aller aborder les paires de charges, c'est-à-dire les dernières étapes. L'étape numéro 10, calculer les paires de charges côté tube et côté calandre. Autrement, vous devez revenir. C'est-à-dire quoi? Vous réinjectez, vous revenez à l'étape numéro 3. Vous réinjectez au lieu de U0 estimé, vous injectez cette valeur que vous avez calculée, U0 calculé. Et vous initiez, vous reprenez les calculs à partir de l'étape numéro 3. Je m'explique. Donc je fais ça. Je viens remplacer U0 estimé par U0 calculé lors de l'étape numéro 8. Lors de l'étape numéro 8. Donc expliquons ça. Qu'est-ce qui va changer?
Donc assurons-nous, je me place dans le cas défavorable, c'est-à-dire je n'arrive pas à trouver, je trouve 34 ou bien 40%. Que fait-on? Je viens au niveau de l'étape numéro 3. La valeur estimée de U0 sera U0 calculé, U0 calculé lors de l'étape numéro 8, comme ceci. Qu'est-ce qui va changer? La surface totale d'échange, puisqu'elle se basera désormais sur U0 calculé, et par conséquent, quand je vais développer mes calculs, je vais avoir un nouveau U0 que j'appellerai U1 calculé. U1 calculé. C'est le coefficient global de transfert thermique nouvellement calculé en ayant supposé U0 calculé. Si ça marche, tant mieux, vous allez au calcul des paires de charges. Autrement, vous refaites le même topo, c'est-à-dire injecter en étape 3, non pas U0 calculé, mais U1 cal, et vous refaites, vous calculez U2 cal, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez une différence qui ne dépasse pas 30%. Une fois que ceci a été fait, vous allez vers les paires de charges, la partie la plus importante, car là, il y a des restrictions. On vous demande de ne pas dépasser telle paire de charges. Donc vous avez des limites à ne pas dépasser. Vous avez des contraintes à respecter. Donc je vais présenter, ça a déjà été fait, mais je les présente quand même, les formules auxquelles nous avons abouti pour les paires de charges côté tube et côté calandre. Je commence par vous présenter celles côté tube, les paires de charges côté tube, qui regroupaient non seulement les paires de charges linéaires, mais également les paires de charges singulières, qu'on appelle également les paires de charges locales, dues aux accidents de parcours. Vous le voyez comme moi, pour pouvoir les diminuer, évidemment, il faut toujours diminuer les paires de charges. Pour pouvoir diminuer, parce que quand vous êtes en dessous, c'est tant mieux. Sinon, quand vous êtes au-dessus, vous devez diminuer la paire de charges. Comme vous le voyez, la paire de charges est proportionnelle à NT, inversement proportionnelle au diamètre intérieur des tubes, proportionnelle à la longueur des tubes et proportionnelle au nombre total de tubes. Nombre total de tubes. Mais ce paramètre, on le verra quand je présenterai l'exercice. Ce n'est pas un paramètre sur lequel nous puissions jouer directement. Il est impacté indirectement. On verra comment. En fait, on verra en temps voulu. Celle, donc ça c'était pour les paires de charges côté tube. Donc il fallait se situer en dessous des limites permissibles. Sinon, pour ce qui est du dernier test, le test numéro 6, ça me fait en tout donc 7, eh bien, il faut aussi respecter les paires de charges. Côté calandre, il ne faudrait pas qu'elles dépassent les limites que vous vous êtes fixées ou bien que le constructeur vous a imposées, à savoir, voici la formule. Là, rappelez-vous, j'avais dit que dans les paires de charges côté calandre, elles se limitaient qu'aux paires de charges linéaires. En effet, les paires de charges singulières ont été négligées. Et vous avez ici l'expression, leur expression, et vous voyez d'ailleurs, c'est intuitif, quand j'augmente le pas chicane ou le degré d'ouverture de la fenêtre, évidemment la paire de charges va diminuer. Pareillement, si je joue sur le pas ou l'alignement, idem, les paires de charges diminueront. On verra tout ça lors de la séance prochaine où ça ne sera plus du cours, mais plutôt une application, une mise en œuvre de la méthode de Curl. Pour ce qui est donc du cours, nous avons fini avec cette méthode de Curl. Je vous rappelle que cette aventure, elle a démarré après qu'on m'ait demandé de présenter cette méthode de Curl, et moi je pensais dans tout casser que ça allait prendre une dizaine ou une vingtaine de diapos. Je me retrouve avec plus de 500 diapositives. Mais bon, c'était une très belle expérience. J'espère qu'elle vous a plu, comme elle m'a plu à moi. Voilà. Il resterait quelques oublis que j'ai effectués quand j'ai fait le déroulement de la méthode de Curl. Il y a quelques oublis que j'ai constatés plus tard. Peut-être que j'y reviendrai. En l'occurrence, il y a quelque chose qui est très important. Une chose très importante que j'ai oublié de mentionner. C'est que pour avoir les coefficients, pour avoir les nombres de Nusselt, pour avoir les coefficients de transfert partiel de chaleur, il fallait que je me base sur les relations de Nusselt. Et vous avez vu ce que Seider et Tet ont rapporté. Pour prendre en charge le caractère non isotherme des écoulements, ils multiplient le nombre de Nusselt par
euh, par un facteur, un nombre adimensionnel, mu à la paroi. Alors, pour avoir mu, il n'y a pas de souci, c'est la viscosité à la température moyenne calorique. Mais pour avoir la viscosité du fluide à la température de la paroi, à la température pariétale, ça, c'est impossible d'avoir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la température de la paroi encore. J'ai les quatre températures, mais ce sont des températures d'entrée et de sortie des deux fluides. Alors, comment fait-on pour avoir ça? On verra ça soit à travers un exemple, ou alors je ferai, comment, je ferai une séance où je présenterai tous les oublis que j'ai faits. Mais bon, enfin, le cours est fini. Nous pouvons dire que nous avons fini ce cours. Il me resterait effectivement à présenter une première application qui est largement reprise sur le net. Je l'ai trouvée très, très. Vous la trouverez, elle est faite par tout le monde. Vous trouverez dans les forums d'étudiants. C'est une question qui est posée, donc on verra ça en temps voulu. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt pour justement vous présenter cette première application où il s'agira de faire le dimensionnel d'un échangeur à tube et à calandre et on verra qu'on va adopter le premier échangeur le plus simple, un échangeur à plaque tubulaire fixe. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.